qui ensuite est passé par la Sorbonne. Donc une formation bilingue et en même temps, comment dire ça, une sorte d'élitisme républicain. Donc le vrai arabe, c'est l'arabe de registre élevé. Et là, peut-être aussi le sentiment, donc en travaillant tout cela, qu'il fallait apporter une nuance par rapport à certains propos un peu caricaturaux, à la fois sur le rap. Enfin, il y a un discours justement qui était très fort dans les années 60, après l'indépendance, qui voyait donc dans les autorités françaises des autorités qui finalement avaient voulu casser la langue arabe et en fait favoriser le dialectal, jouer le dialectal contre la langue arabe ou alors ayant une politique berbère contre l'arabe. Et en réalité, en tout cas si je prends le monde des savants, eux, ils font une hiérarchie, généralement, en mettant l'arabe classique en haut, et puis le berbère et l'arabe dialectal, c'est vraiment en dessous. Et donc là, ça permet de corriger, disons, une vision un peu sommaire d'autorités françaises qui auraient voulu favoriser la derija et la langue berbère. En complément à cela, l'apprentissage de la derija, elle est vue comme importante pour les Européens et aussi d'un point de vue pédagogique. Mais il ne s'agit pas du tout d'imposer la derija comme langue de la presse, comme langue de culture. C'est en fait pour permettre la communication entre le peuple, entre les Européens et les Tunisiens, là, pour le coup, pour le cas de Machel en Tunisie. Et pour le berbère, le développement en fait d'une science berbérisante, en fait, elle se fait, ce sont des arabisants déjà, en fait, en réalité à la fin du 19e siècle, les études berbères sont une sorte de sous-spécialisation, pas encore d'ailleurs complètement dans la première génération, en fait ce sont des arabisants du berbère, en particulier René Basset, et c'est à la génération suivante qu'on va avoir des spécialistes de la langue berbère, mais qui n'ont pas du tout qui ne sont pas du tout dans des positions de pouvoir qui n'intéressent pas beaucoup les politiques. Ce sont des savants linguistes. On est plutôt du côté de la linguistique en fait, et on n'est pas dans des politiques linguistiques visant à développer la derija ou le berbère. Et donc là il y a une certaine continuité entre l'administration coloniale et en fait politique post-indépendance. Ça a suscité beaucoup de débats dans Dominique Cobé, de ce point de vue-là, pour avoir un côté un peu comment dire ça, rude, mais je pense que son analyse n'est pas faute. Elle était très sévère vis-à-vis d'arabisants qui finalement étaient les, comment dire ça, les suppôts du pouvoir. Hein. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a quand même cette idée que c'est une conception de... C'est pas les berbérisants et les spécialistes de dialecte qui sont du côté du pouvoir, avant, pendant la période coloniale, comme après les indépendances. On va peut-être laisser un peu la parole à la salle et s'exprimer quelques questions. Oui. J'aimerais bien que vous reveniez sur votre lecture ou votre relation d'Edouard Saïd, qui est considéré, à mon sens, une des plus grandes réflexions sur l'orientalisme. Et il l'a fait de manière scientifique et démonstrative. Alors, c'est quoi votre position? Pourquoi un peu vous avez dit que vous l'avez lu? Pour moi, en fait, l'orientalisme, c'est un essai. C'est en fait un acte politique. C'est pas un ouvrage... D'ailleurs, je pense que Edouard Saïd n'a pas la prétention de faire un ouvrage savant, en fait. Et donc, du point de vue de l'historien, c'est un ouvrage faible, du point de vue de l'historien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inexactes, parce qu'il regarde les textes, en fait. Il analyse les textes, il ne va pas aller voir les archives, les carrières... Il met aussi sur le même plan, disons, des savants, quelqu'un comme Sylvestre de Sacy, quelqu'un comme Renan, qui est quand même pas comment dire ça, qui est un savant, mais qui n'a pas le même rapport aux sources, et puis Lamartine, enfin là j'ai pas tout à fait Donc c'est une construction qui a été efficace, qui est intéressante, qui rend intelligent, et puis qui, aux États-Unis en particulier, parce que là aussi c'est écrit aux États-Unis, dans un contexte très particulier, où c'est une façon de dire,
les universités américaines, les aires culturelles, vous travaillez pour le Pentagone, en fait vous travaillez pour l'impérialisme, c'est vraiment, comment dire ça, ceux qui sont pointés, ils sont vivants, ils sont en action, et en même temps, il intègre ça dans quelque chose de beaucoup plus large, ce qui donne en fait à son... Ce qui fait que c'est une arme lourde, quoi. Voilà, hein, et ça s'impose. La réception, d'ailleurs, est intéressante. La réception de Saïd en France, en 78, ou quand la traduction, c'est peut-être 80, elle est, c'est bien décevant. Alors, en plus, derrière, il y a Michel Foucault, donc les Français, Michel Foucault, il avait déjà lu. Donc, en fait, c'est une sorte de circulation. Hein. Saïd, en fait, reprend tout ce qui est ce qu'on appelle la French Theory. Donc, en fait, quand ça revient en France, alors il y a une recension dans la revue d'études palestiniennes par Feu... Jean-Pierre Thiel. Non, Seurat, Michel Seurat. Michel Seurat est très sévère, enfin, on lui dit, bon, c'est une mauvaise lecture de Foucault. Et bon, Michel Seurat, vraiment. Et puis, pour ce que j'ai pu savoir de Jean-Claude Batin ou de François Couillon, eux, ils avaient dit, bon, ben, nous, alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà un petit peu dans le mal de voir, finalement, c'était un peu bizarre pour eux. Le livre, ils l'ont trouvé intéressant, juste, en fait, mais en même temps, ils ont vu comme ça l'importance pour eux était pas du tout attendre, ils ne s'attendaient pas à ce que ça devienne vraiment un élément incontournable qui est en fait dans tous les étudiants, aux États-Unis, mais aujourd'hui aussi en France, y compris moi, quand j'enseigne, s'ils ne connaissent pas Edward Said, ça ne va pas. Donc c'est devenu en fait dans l'histoire dans l'histoire culturelle ou intellectuelle, quelque chose qui a fait date. Hein. Edward Said lui-même, d'ailleurs, en fait, dans d'autres travaux ou dans les préfaces, dans les introductions aux rééditions, fait bien, à ce moment-là, il insiste bien qu'il fait la part des choses entre un humanisme, disons, un humanisme savant, hein, dont il reconnaît la qualité, et puis il y a aussi tout le débat qu'il y a pu avoir sur l'orientalisme de langue allemande, hein, qui n'est pas du tout là. En fait, il se focalise parce que ça l'arrange, parce que là, ce sont des puissances impériales très clairement françaises et britanniques, et puis il met de côté l'orientalisme allemand. Alors, on a pu le reprocher en disant, bon, les Allemands, ils ont quand même eu des tendances impérialistes, certes plus tardives, et est-ce qu'en fait, on peut faire une différence entre Sylvestre de Sacy et Fischer? Non, pas du tout, c'est le même type de... Bon, l'un est français, l'autre est allemand, mais on est dans le même rapport, en fait, au texte, et dans le même rapport aussi, je pense, à ces mondes étrangers, en fait. Donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre dans dans ce que pouvait représenter Saïd pour quelqu'un qui fait un travail d'histoire. Je crois aussi pour un historien, le péché originel de Saïd, c'est l'écrasement de la chronologie, tout simplement, c'est-à-dire transformer un processus qui est évolutif en une tradition monolithique. Oui, même s'il met un peu de chronologie, mais c'est vrai que il y a des rapprochements alors, en plus, bon, chez Saïd, après, chez les épigones, ça peut donner aussi, ça peut donner des choses qui n'allaient pas, quoi. En tout cas, ça invite, ça a eu aussi un rôle important beaucoup plus tard, justement en ouvrant à des travaux d'histoire de l'orientalisme. Parce que moi j'ai eu un peu de la chance, hein, enfin, quand j'ai commencé, peut-être aussi je suis simplement le fruit de cette mode, mais il s'est trouvé qu'avec le dictionnaire d'orientalisme, le travail s'est fait dans un moment où c'était vraiment un champ en développement, où pas seulement sur le monde arabe et musulman, mais aussi sur le Japon, sur l'Inde. Il y a des travaux très intéressants sur l'histoire de l'orientalisme. Et je pense que Saïd a aidé, en fait, j'ai l'impression, à légitimer, si on peut dire, dans le champ académique, ce type de travaux qui étaient avant considérés comme finalement des éruditions un peu étroites, alors peut-être aussi parce que longtemps c'était de l'autopromotion, c'était beaucoup de notices nécrologiques, d'institutions qui commémorent son cinquantenaire, et en fait il n'y a pas tellement de lecture critique, souvent il y a peu de lecture critique. L'INALCO avait fait son livre du bicentenaire, qui est pour le coup intéressant, mais qui restait quand même souvent parfois, en tout cas un peu interne.
on va dire les choses autrement, les linguistes étaient beaucoup plus sensibles à ces analyses de texte que les historiens. Oui, oui. C'est ce que vous me dites là, ça Oui, m'éclaire. Tristan Saïd était dans un département de littérature comparée, Ouais, et c'est vrai que c'est déjà, ce sont les littéraires qui s'en sont emparés les premiers, et voilà, pour qui c'est sans doute l'usage le plus... parce que après, en fait, en histoire, il y a tous ces développements de post-colonial studies, de subaltern studies, et aussi un intérêt nouveau pour la période coloniale. Alors là, je fais encore un retour sur Daniel Rivet, son article de XXe siècle, qui est une référence, là aussi, qu'on enseigne aux étudiants, parce que ça marque en fait 1992, une ouverture, c'est un petit jalon dans le développement de ces études portant sur la période coloniale. Et là, vraiment, un champ qui était jusqu'à la fin des années 80 vraiment un peu déserté, on peut dire. Enfin, c'était soit il y avait disons les dernières ramifications d'une histoire coloniale comme on en faisait du temps de la colonisation, et puis ensuite une sorte de vide du côté des historiens. Alors que là, ça s'est considérablement développé. Oui, mais je vous écoutais avec beaucoup d'attention, mais je suis un peu dérouté, je vais vous dire. Moi, je suis un produit de formation coloniale, je suis algérien, et sur le positionnement que vous dites par rapport à Delja, quand vous dites qu'ils n'ont pas mis en concurrence, j'ai compris, moi que j'ai mal compris. Avec l'arabe classique, j'ai du mal à comprendre ça parce que dans ma propre formation, les gens de ma génération, on voit à quel point l'arabe a été minoré. Moi, j'ai appris l'arabe parlé en deuxième langue. J'ai fait musulmanité et l'arabe était vraiment la langue. C'était donc un enseignement de l'arabe parlé ou de l'arabe Parlé. classique? Parlé. Donc en classe de quatrième? Au lycée, oui. En classe de quatrième? Au lycée, oui. En sixième, il n'y avait pas d'arabe? Il n'y avait pas d'arabe. Et quand j'ai appris l'arabe, c'était d'arabe parlé, quand je parlais chez moi. Mais on n'a pas parlé. On n'a pas parlé. C'est quelle année? 57, 58. C'est ça. Donc ça ne correspond pas du tout à... Enfin, je parle vu ma fenêtre, de mon expérience à moi. Ça ne correspond pas du tout à cela. J'ai l'impression, c'est même une de mes grandes frustrations de ma vie, c'est de ne pas avoir appris l'arabe. Et de ne pas avoir appris l'arabe meshkoul, c'est-à-dire avec vocalisé, etc. Donc on a eu vraiment, je dis bien pas moi, mais toute ma génération, on a été marqué par cela. C'est-à-dire que l'arabe était minoré. Oui, ça je ne dis pas que l'arabe n'était pas... Comment dire ça? Là encore, il faut toujours préciser. Parce que l'apport, entre guillemets, scientifique, c'était justement, je voulais dire qu'on plaque sur le 19e siècle, sur avant 14, des réalités qui sont après 14, donc qui est votre réalité, qui est après 14. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je dis qu'il n'y a pas eu de promotion de la langue déjà. Alors, peut-être qu'il y en a eu, on est vraiment dans les extrêmes fins, mais entre deux guerres, il n'y a pas de promotion de l'arabe, mais il n'y a pas non plus de promotion de l'arabe parlé plus que ça. Et après 45, donc on a justement Massignon qui est en fait en charge de l'agrégation, en fait, Massignon qui essaie de réintroduire l'arabe en Algérie, parce qu'il a bien conscience que c'est une lacune. En fait, lui, il va vouloir introduire l'arabe classique. Et donc là, en fait, on a pour Massignon un enseignement qui est pensé pour les musulmans d'Algérie, qui est pensé en fait pour la population qui a une connaissance de la Delja,